stéréotype d'inégalité, oui. Qu'on inculque et qu'on déstabilise des enfants en expérimentant sur eux une théorie hasardeuse qui n'est pas scientifique, c'est grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un ministre de la République cache aux Français ce soir, devant nous, la réalité de ce qui a été mis en œuvre. La séquence date du 15 octobre. En visite dans un collège, Najat Vallaud-Belkacem affirme que le mariage homosexuel offrira plus d'épanouissement, plus de liberté et plus d'égalité dans la société. Il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui vivent bel et bien dans de telles familles homoparentales. Loi votée en juin dernier par le Parlement russe. Elle interdit toute propagande de l'homosexualité, prévoit des amendes, de la prison. Un texte signé par Vladimir Poutine lui-même. Dans certains pays, vous ne voulez pas protéger vos enfants. Eh bien, ne le faites pas. Nous, on ne se mêle pas de vos affaires. Maintenant, à la pièce de théâtre intitulée « La loi Schiappa ». Pour apprécier à sa juste valeur cette pièce de théâtre, il faut au préalable avoir en tête que le système travaille contre nous sur des échelles de temps qui nous dépassent. En effet, le système agit à court terme, à moyen et à long terme, ce qu'on imagine très souvent pas. Marlène Schiappa n'est rien d'autre qu'une Najat Vallaud-Belkacem ou une Myriam El Khomri. Elles sont désignées à un moment donné du parcours qui devrait nous conduire vers le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre sexuel. Elles sont désignées pour porter le fardeau d'une forfaiture, puis le système se débarrassera de sa potiche et tirera la chasse. Disparues la Khomri et la Belkacem, il y a tout lieu de penser que la Schiappa ne fera pas de feu non plus. Le système met en place aussi des modèles. Le modèle, par définition, doit être imité. Par exemple, on portera à la présidence de la République française le petit Emmanuel, ancien élève adolescent d'une professeure de lettres et de théâtre de 24 ans son aîné, qui l'épousera en dépit de cet écart d'âge irréversible. Le couple présidentiel Macron-Brigitte en dit long sur les projets en cours. Mais pour éviter que ne se développent de nombreuses suspicions, on martèlera dans les médias qu'il s'agit là d'une belle histoire d'amour, comme ils l'ont fait pour le mariage pour tous. Je le répète car c'est d'une importance capitale. Le système agit contre nous sur des échelles de temps qui nous dépassent. Il est capable d'anticiper ses actions avec 10, 20 ou 30 ans d'avance. Je le répète car c'est d'une importance capitale. Le système agit contre nous sur des échelles de temps qui nous dépassent. Il est capable d'anticiper ses actions avec 10, 20 ou 30 ans d'avance. La loi qui prévoit de mettre en place au moins 3 séances, parce qu'on vous dit 3 séances, mais dans le texte officiel, il s'agit de au moins 3 séances d'éducation sexuelle annuelle dans les écoles et les collèges et les lycées. Cette loi est vieille de 17 ans. Bonjour à tous. Comme je vous l'avais précisé dans d'autres vidéos, la mobilisation anti-loi de Schiappa n'a pas vraiment eu le succès escompté. Et pour cause, le réseau médiatique national a préféré occulter un mouvement de mécontentement qui aurait fragilisé l'adoption d'une loi qui, couvrant les agissements de réseaux pédophiles, ne menacerait plus, judiciairement parlant, les agissements... Donc ne menacerait plus judiciairement parlant certaines de nos élites qui s'adonnent au plaisir avec des enfants lors de soirées mondaines, qui de préférence sont organisées dans des châteaux, manoirs ou grandes villas assez isolées pour ne pas attirer le regard des curieux. Et sachant que derrière notre réseau médiatique se cacheraient des groupuscules aux tendances les plus pernicieuses pour ne pas dire les plus perverses, on comprend assez aisément pourquoi ils ne veulent pas faire de l'ombre à l'adoption d'une loi qui satisferait les intérêts de beaucoup de ces gens. Et je ne vous parle pas de cette jet set qui, sponsorisée par notre réseau médiatique, organise des soirées mondaines où l'alcool coule à flot et où le sexe est mis en valeur d'une manière assez perverse. Parmi cette jet set, il existerait un petit noyau qui s'adonnerait au plaisir avec des enfants. Mais comme ce milieu côtoierait aussi celui d'une certaine élite influente du pays, on fait en sorte de ne pas trop en parler. Surtout si ces gens gravitent autour des loges franc-maçonnes.
Lorsque l'un d'entre eux est menacé, alors la loge franc-maçonne, du moins la franc-maçonnerie, fera jouer tout son réseau qui, lui, englobe, comme vous le savez, la police, la gendarmerie, l'armée, la magistrature et certains politiques, puisque c'est comme une toile d'araignée, la franc-maçonnerie, elle est intégrée dans tous les secteurs d'activité de la société. Donc ils vont faire appel à leur réseau franc-maçon afin de faire sortir leurs compagnons des griffes de la justice. C'est exactement ce qui se passe lorsque certains hommes politiques sont menacés par la justice et qu'ils sont qu'ils font partie de la loge franc-maçonne. Tout le réseau va se mettre en route pour sauver ces gens. Depuis quelques jours, je vois fleurir sur la toile internet de plus en plus de vidéos dénonçant la loi de Chiappa. Mais vous vous plaignez d'une loi qui reflète en fait l'état d'une société dont l'immoralité avait pris sa racine lors de la Révolution française de 1789. Ça remonte à plus de 2 siècles, vous le savez. Du moins pour les nouvelles générations, ils ne savent même pas ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est pour cette raison que quelquefois je refais des vidéos pour vous expliquer que la source de l'immoralité qui existe aujourd'hui est née à cette époque. Par la suite, ça s'est accéléré. Profitant d'un mouvement de révolte qu'ils avaient initié, une partie de la bourgeoisie, des philosophes et des francs-maçons renverseront la monarchie française qui régissait jusqu'alors la France, pour ensuite la faire remplacer par un nouveau mode de gouvernance qui, débarrassé de l'emprise des lois de l'Église, favorisera entre autres l'émergence d'un nouveau courant philosophique dit humaniste. Courant philosophique qui sera la cause première de la déchristianisation de la France puis de l'Europe par la suite. L'apostasie que dénonçait la Bible s'installera progressivement. Par des décrets et des lois, on va progressivement laïciser complètement toutes les institutions de l'État. Les registres de naissance ou de décès qui étaient régis par l'Église seront désormais transmis à une nouvelle fonction qui est celle du maire. On va retirer aussi à l'Église l'enseignement des enfants qui jusqu'alors était régi par les curés du village. Et la Nouvelle République créera de nouvelles écoles qu'elle débarrassera bien entendu de l'empreinte religieuse. L'école laïque venait de naître. La loi de Chiappa n'est rien d'autre que la résultante de ce paradigme laïque qui depuis plus de 2 siècles interdit la présence de Dieu dans ses institutions. Et cette dégradation des mœurs dans laquelle nous vivons actuellement avait commencé en fait dans les années 20 et s'est accélérée au début des années 60 sous l'influence des mouvements dits féministes. Lorsque M. Sarkozy avait sorti une loi anti-burqa, une partie de ce peuple de France qui avait applaudi n'avait pas encore compris que tous ces hommes politiques exploitaient le filon islamophobe pour occulter des débats publics la problématique économique qui est responsable de la baisse du pouvoir d'achat des Français. En entretenant médiatiquement parlant le problème du voile islamique, les médias de l'oligarchie fabriquent de faux sujets afin de permettre à nos hommes politiques de légiférer dessus sans vraiment inquiéter les milieux de la finance qui, eux, profitent de ce système économique pour s'enrichir en vous exploitant. Aujourd'hui, on peut dire qu'à travers les valeurs laïques semblent partager nos politiques, nos intellectuels et nos journalistes, on a fabriqué une vision complètement tronquée de ce qu'est réellement la laïcité. Dans l'opinion, elle est désormais perçue comme un glaive qui nous protégerait du danger islamiste. La loi de Chiappa et les autres lois qui vont suivre, elles nous seraient présentées comme un bouclier en fait. Vous voyez un peu le piège dans lequel vous êtes tombé. À force de vous focaliser sur la menace islamiste, vous en avez presque oublié que la laïcité combat aussi les valeurs chrétiennes et sa morale. Oui, oui. Dans le petit extrait que vous venez d'entendre, Farida Belgoul nous dit que le système agirait sur une échelle de temps qui nous dépasse. La loi qui autoriserait la mise en pratique de cours sexuels aux enfants de maternelle avait déjà été imaginée en 2001 par la socialiste Martine Aubry. Après Aubry, c'est le socialiste franc-maçon Hollande qui avait suggéré une loi sur le mariage gay. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Mais pourquoi donc nos socialistes s'acharnent-ils à vouloir nous imposer des sujets de société qui sont à des années-lumière de nos problèmes économiques ? La raison en est simple. Depuis l'ère mitterrandienne, le socialisme français avait décidé de quitter progressivement sa politique gauchiste pour s'orienter vers celle du libéralisme économique, ouvrant ainsi la porte à une politique de privatisation. Mais pour continuer à faire croire à l'opinion française que le socialisme est toujours un parti de gauche, eh bien nos chers socialistes sortaient de temps à autre de petites mesurettes dites sociales. Mais avec le temps et ces vagues de licenciements massifs, l'opinion constatera assez rapidement que nos socialistes ne font plus rien de social, puisqu'ils permettent à des entreprises qui faisaient des bénéfices énormes de licencier massivement tout en délocalisant leurs entreprises.
Là, les petites réformes sociales ne suffisaient plus pour calmer la colère des Français. François Hollande, lui, va trouver la solution pour les détourner de ces problèmes économiques. Mettre sur le devant de la scène des sujets qui n'ont plus rien à voir avec les vrais problèmes sociaux du pays. Et la loi sur le mariage gay était l'un de ces sujets. Les socialistes savaient très bien que cette loi allait captiver l'opinion et mobiliser les médias et la foule pendant un certain temps. Et ainsi, en légiférant sur des faits de société qui n'ont rien à voir avec les problèmes sociaux, on détourne l'attention de la problématique économique. Et ce genre de loi, tout comme celle faite autour du voile islamique, focalise l'attention de l'opinion, tout en permettant au gouvernement de cacher au public leur impuissance à gouverner réellement le pays, puisqu'ils ont en grande partie perdu le pouvoir, du moins ils ont cédé le pouvoir économique et politique aux oligarchies et au Parlement européen, comme vous le savez. Concernant la loi sur le mariage gay, on nous disait que c'était l'œuvre de Taubira. Soyons réalistes, ce n'est qu'une marionnette entre les mains d'un système très bien structuré. Quant à la loi de Chiapa, elle répondait à une volonté des organismes mondiaux tels que l'ONU et l'OMS, qui se sont lancés dans ce genre de politique pour couvrir l'activité économique capitaliste des différentes oligarchies, qui contrôlent désormais nos nations. Et bien entendu, au-dessus des injonctions de l'ONU et des loges franc-maçonnes se cache, comme vous le savez, le diable. Vous vous doutez bien que le diable n'est pas vraiment innocent dans cette politique de libéralisation des mœurs. Bon, j'avoue que quand je parle du diable pour une personne cartésienne, je parle dans le vide. C'est très bien, mais j'en parle quand même, parce que parmi ceux qui regardent ces vidéos, il y en a certains qui croient réellement au pouvoir, à l'influence du diable, parce que bon, c'est vrai que le diable il a un pouvoir maléfique, mais il ne faut pas le comparer à celui du créateur des mondes. Parce que n'oubliez pas que le diable, c'est une des créatures de Dieu, parce qu'à l'origine, le diable c'est un archange. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait d'autres vidéos où je vous expliquais que le diable en réalité, contrairement à ce qui est dit dans le Coran, moi personnellement je pense, bon ça va un peu choquer les musulmans, que le diable n'est pas un djinn, mais le diable c'était un archange qui composait le gouvernement de Dieu. Il y avait 12 archanges, lui il faisait partie de ces 12 archanges. Lorsque Dieu est venu pour proposer son programme, parce qu'à cette époque, qui remonte à très très loin, Dieu avait ordonné le programme, du moins il avait déjà préparé le programme de la vie sur les planètes. Parce qu'on nous parle de la vie sur Terre, mais bon, c'était à cette époque créer la vie sur les planètes, parce qu'il y a d'autres planètes où la vie s'est développée. Et le diable, lui, il a refusé de se soumettre à ce programme, parce qu'il y avait d'autres sous-contenus dans le programme que lui, le diable, n'avait pas accepté. Et il a refusé le programme que Dieu lui avait demandé, et bon, il a demandé à Dieu de lui laisser un petit moment de réflexion. Et pendant ce temps, le diable, qui est un archange, a été voir les anges pour leur dire ce qu'il en était. Et que s'est-il passé? C'est que le diable, lui, il a semé une mini-rébellion parmi les anges. Une partie des anges, ainsi que lui, ont refusé le programme. Donc, que s'est-il passé? Dieu leur a suggéré, leur a dit que tous ceux qui refuseront le programme devront quitter ce royaume, du moins mon royaume. Mais le problème, c'est que quand un ange et un archange quittent le royaume de Dieu, il perd son apparence angélique, vous vous doutez bien. Dès l'instant où ces anges ont quitté le royaume, à l'instant même, ils ont perdu leur apparence angélique et c'est devenu les démons. Le diable, tel que vous le voyez, il n'a pas toujours eu cette apparence. À une époque, c'était un archange. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi les religions n'en parlent pas trop? Parce qu'à une époque, on ne pouvait pas dire qu'un archange est devenu le diable. On ne pouvait pas dire que des anges sont devenus des démons. Ça aurait créé la confusion parmi les pèlerins, les disciples des nouvelles religions. Aujourd'hui, comme on se rapproche d'une phase de révélation, on peut se permettre de vous dire certaines choses qui n'avaient pas été dites il y a de cela plusieurs milliers d'années. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile de dire que le diable, c'est un archange. C'est pour cette raison que le diable a toujours une emprise sur son armée de démons, parce qu'il est toujours un peu leur chef hiérarchique. Et tous ces démons, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, sont descendus dans le bas astral. Le bas astral de la planète Terre, certes, mais ils sont dans le bas astral des différentes planètes où la vie existe. Et à partir de ce bas astral, ils influencent négativement parlant l'humanité. Puisque tout ce qui se passe, par exemple là je vous parle de la loi de Chiapa, de l'avortement, de la pornographie, toutes ces lois perverses
sont nés de cette influence des démons sur les hommes. Parce que le démon, comme il agit par le bas astral, ou le diable, hein, il va se rapprocher de vous, il va vous influer télépathiquement parlant des pensées, hein, parce que c'est ce qui se passe. Hein, et lorsque ces pensées sont envoyées régulièrement, ben, la personne qui les reçoit finit par y adhérer. Et c'est comme ça que le diable arrive à pervertir une personne. Il lui insuffle télépathiquement parlant les mêmes pensées et il stimule son appétit sexuel surtout. La loi de Chiappa, elle n'est pas née par hasard non plus. Hein. C'est pas par hasard qu'on commence à nous pondre des lois où on va commencer à éduquer les enfants sur. En réalité, le but de la loi de Chiappa, c'est de programmer l'esprit des enfants pour qu'ils acceptent l'homosexualité dans la société. En langage plus clair, pour ceux qui ne comprennent pas, on est en train de fabriquer des futurs sodomites. Quand on voit ce qui s'est passé pour Sodome et Gomorrhe, hein, notre avenir, il n'est pas très joyeux. Bon, je vais finir cette vidéo par vous mettre un petit extrait d'une vidéo où vous avez un Canadien qui parle de la franc-maçonnerie. Bien entendu, je vais vous mettre que quelques minutes d'extrait, hein, et je vous mettrai le lien juste en dessous de ma vidéo pour ceux qui veulent voir cette vidéo dans son intégralité. Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livrée la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci: mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique, doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs qui voyageaient en Europe dès le 8e siècle. Ils se partageaient des secrets qui étaient reliés à leur métier. On ne retrouve les premières traces du mot franc-maçon qu'en 1376, sous la forme anglaise de Freemason. Il semble que le mot libre dans ça, liberté, le préfixe semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'amirauté. Et à ce titre, sous la loi de l'amirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changiez de statut, passez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sous la loi de l'amirauté au citoyen de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne. Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses, ils ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays bénis de Dieu, qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. C'est en Bretagne, en Grande-Bretagne, surtout en Écosse, que l'on trouve au début du XVIIe siècle les premières traces de la franc-maçonnerie moderne, soit la transition entre une maçonnerie de métier, écoutez là, transition d'une maçonnerie de métier à une maçonnerie de pensée.
En 1702, la loge londonienne Saint-Paul édictait que, entre parenthèses, les privilèges de la maçonnerie ne sont plus désormais réservés seulement aux ouvriers constructeurs, mais ils seront étendus aux personnes de tous les États qui voudront y prendre part. Vous pouvez y prendre part. Sans qu'il y a un chemin à suivre. Commence alors l'histoire de la maçonnerie moderne qu'on appelle la maçonnerie symbolique. Le 24 juin 1717, le jour de la Saint-Jean, les membres de les 4 loges londoniennes se réunissent et ils forment la Grande Loge de Londres, qui est la première fédération des loges maçonniques. En 1723, on publiera à Londres The Constitution of Freemasons, l'implantation par les Anglais des loges maçonniques en France, arrive vers 1725. En 1738, la première obédience française, qu'on appelle Fédération des loges, voit le jour. C'est la Grande Loge de France. En 1773, apparaît une autre obédience qu'on appelle le Grand Orient de France. Si jamais j'entendais parler du Grand Orient de France, c'est une loge maçonnique. La loge de Londres se proclame la Grande Loge d'Angleterre. Et c'est elle qui compte alors des loges à travers tout le pays, en Angleterre. Et même dans ses colonies. Le Canada est une colonie Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les Anglais vont l'exporter jusqu'en Turquie, en Chine, au Nicaragua, en Europe, c'est la contagion dans les Pays-Bas, en Autriche, au Luxembourg, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Suisse, les pays scandinaves, la Russie, l'Europe méridionale et le Portugal. Autrement dit, la franc-maçonnerie est partout, dans tous les gouvernements mondiaux. Et quand vous comprendrez leurs objectifs, vous verrez dans un instant que vous comprendrez ce que c'est que la franc-maçonnerie. Je dois terminer la franc-maçonnerie avant d'aller à la pause. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait. Hein, pour ceux qui veulent voir la vidéo dans son intégralité, je vous mettrai le lien tout en dessous. Bon, là, vous avez compris que la franc-maçonnerie est partout sur la planète. Hein. Donc, ne soyez pas surpris si la loi sur le mariage gay ou les lois de Chiapas se répandent à une vitesse grand V dans ces différents pays. Hein. Ce sont les loges francs-maçonnes qui communiquent entre elles, hein, donc c'est normal que ça arrive à des vitesses incroyables. Parce que ce qui se passe en France, vous verrez, ça va se répandre à travers les loges francs-maçonnes des autres pays, hein, ils vont commencer à en parler. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.